Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Bonjour Quentin Dupieux. Bonjour. En réalité, vous êtes deux. Vous êtes à la fois réalisateur, cinéaste et musicien électronique sous le nom de Monsieur Oiseau. Mais alors tout d'abord, je vais parler à Quentin Dupieux, tout simplement parce que vous êtes l'un des cinéastes les plus inventifs de votre génération. On vous doit une série de films, Mandibule, Rubber et aujourd'hui Incroyable mais vrai, qui est sorti en salle mercredi dernier. Un cinéma qui est composé d'absurde, de merveilleux, d'humour, d'une esthétique assez léchée, mais autant vous le dire, avec Incroyable mais vrai, j'ai un problème. Déjà, c'est compliqué de résumer un film ou une histoire sans la divulgacher. Dans Incroyable mais vrai, cette difficulté est décuplée parce que on a affaire à deux couples. Alors il y a un couple qu'on pourrait qualifier de principal, qui est composé d'Alain Chabat et de Léa Drucker. Ce couple achète une maison et il y a un autre couple, Benoît Magimel et Anaïs de Moustier. Ces deux couples, ils ont chacun un secret où il leur arrive quelque chose. Qu'est-ce que l'on peut dire à ce sujet, Quentin Dupieux ? Alors, plus généralement, moi j'ai envie de dire, je crois que tous les films s'apprécient 1000 fois mieux quand on ne sait rien. Effectivement, sur ce film-là, on pourrait tout balancer maintenant, ça gâcherait pas grand-chose finalement. Parce que, ça serait pas très gentil quand même. Non, mais la surprise, c'est un truc. Mais pour moi, ça n'est pas propre à ce film. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a beaucoup de films qui font l'erreur de tout montrer dans la bande-annonce et de surcommuniquer sur les films. Alors qu'un film, la meilleure façon de voir un film, c'est de ne rien savoir. Toujours, quel que soit le film, même une comédie bas de gamme, j'ai envie de dire, on s'amuse beaucoup plus à découvrir un film plutôt que quand on sait tout déjà à l'avance. Donc, c'est pas propre à ce film. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire sur mon film ? Disons que je m'amuse avec des sujets actuels, mais sans vraiment, sans en parler de manière frontale. C'est-à-dire que je contourne ces sujets qui sont dans notre société, mais tout ça pour en faire une farce. C'est une sorte de parabole, de conte moderne. Mais alors, vous avez quand même été obligé de faire une bande-annonce, d'ailleurs deux bandes-annonces, puisque chaque bande-annonce essaye de contourner le sujet, de dire qu'il y a quelque chose à découvrir dans ces films, mais sans le dire. Je vous propose par exemple d'entendre la seconde bande-annonce. Tu veux entendre un vrai truc de dingue ou pas? Ouais. Non, pas maintenant, j'ai pas envie. Ah mais si, on s'est dit qu'on l'annonçait à table. On avait dit tranquillement au café si l'ambiance est cool. Eh ben, Est-ce que tu vois des cafés sur la table? Ah merde, t'es enceinte. ah non, carrément pas. Ah putain, parle pas de malheur. Bon, tu veux que je le dise pour toi? Ah ouais, vas-y. Vous êtes prêts ou quoi? On est prêt depuis 30 ans, là. Vas-y, balance. Je sais pas comment expliquer, en fait, c'est trop énorme. Voilà les nouvelles. Incroyable. Bah, sincèrement, c'est mieux de pas le dire, je pense. Ça veut dire aussi que chaque couple a un secret, au moins un secret, Quentin Dupieux. Ah, peut-être, je sais pas. Alors, je suis pas sociologue, j'en ai aucune idée. Est-ce que j'ai un secret avec ma femme ? Mais non, je crois pas. Enfin, après, non, pas un secret de cette taille-là, non. Là, c'est quand même des gros secrets. Non, et vous ? Moi, je pense que chaque vie privée, vous savez, doit être une sorte d'entrée vers l'enfer. Alors, je ne veux pas dire qu'il y a quelque chose de cela dans votre film, mais oui, je pense que l'inconscient, toutes les choses que l'on peut véhiculer au sein d'une relation sont des choses qu'il faut cacher et que vos personnages dévoilent parce que vos personnages n'ont pas véritablement la maîtrise de tous les codes sociaux, puisque vous parliez de sociologue. Benoît Magimel, qui est le patron d'Alain Chabat dans le film, a, semble-t-il, un moi un peu défiltré. Il dit et fait des choses qui, généralement, ne se disent pas, Quentin Dupieux. Oui, alors c'est vrai que je lis partout, on appelle ça un beauf, mais ça veut rien dire. Pour moi, c'est juste c'est un personnage inconséquent. C'est-à-dire que c'est ces mecs qui disent tout et n'importe quoi sans penser à l'autre, en fait. Je le vois comme ça. Et bon, j'arrive quand même à en faire un mec touchant à la fin, puisque il a beau être socialement agaçant et un peu grossier. En fait, il y a un petit cœur qui bat et c'est quand même un personnage sensible. Et en fait, tout ce malaise
ses problèmes de communication, etc. En fait, on peut imaginer que ça vient de son souci dans le pantalon, sans divulguer trop ce qui se passe. C'est d'ailleurs une caractéristique dans vos films, c'est-à-dire que les gens peuvent être socialement adaptés ou pas. Lui est très adapté socialement, il est assureur et semble-t-il, il a une existence matérielle parfaitement réussie, mais en revanche, même si ces gens ont réussi, ils sont décalés, ils ne comprennent pas tout, voire ils ne comprennent rien. Alors ils le font gentiment ou pas, mais en tout cas, personne ne maîtrise absolument le monde dans lequel il est dans vos films, Quentin Dupieux. Oui, alors c'est la première fois, je crois, qu'on est un tout petit peu plus ancré dans la réalité. Ça ressemble un tout petit peu plus à notre société. D'habitude, c'est vrai que moi je fais des trucs qui sont loin, en fait, qui viennent d'une autre galaxie. Voilà, Mandibule, le dernier en date, c'est 2 abrutis qui trouvent une mouche géante. Voilà, c'est très très loin de la réalité et les personnages ne sont absolument pas ancrés. La mouche est géante et les abrutis sont très abrutis. C'est ça, tout est trop gros, tout est très gros. Parce qu'en fait, moi ce qui m'intéresse, c'est avant tout de divertir et de créer des comédies un peu originales. Même si c'est pas comme ça que j'y pense, mais dans le fond, c'est ce que j'essaye de faire. Voilà, peut-être qu'Incroyable mais vrai, effectivement, puisqu'on parle d'un assureur, puisqu'on parle de l'achat d'une maison, puisqu'on parle des problèmes de couple, c'est mon film le plus ancré, j'ai envie de dire. Mais de toute façon, tout ça n'est qu'un décor. Et la finalité est la même. La finalité, c'est de vous faire passer un bon moment. Un bon moment, mais un moment quand même où on voit qu'il y a quelque chose d'étrange, parce qu'en réalité, dans votre cinéma, tout est étrange. Alors, j'ai dit en introduction, vous étiez aussi musicien. Alors, par exemple, les musiques sont toutes des transpositions de Bach. Tout à fait. Oui, c'est Bach. Pourquoi, alors, je ne vais pas vous dire pourquoi Bach, parce que ce serait, il a plus aucune preuve à faire, mais c'est un disque que j'écoutais beaucoup. C'est des reprises de Bach qui datent des années 70. Pour rentrer dans le détail, c'est un compositeur allemand qui s'est fait appeler John Santo uniquement pour ce disque, en référence à, je suppose, il y avait un disque de du même tonneau qui s'appelait Switched on Bach, qui était le compositeur, c'était Walter Carlos. C'est un disque qui a cartonné grâce à Orange Mécanique. Voilà, c'était pareil, c'était du Bach retranscrit avec des synthétiseurs, donc ce qui était très moderne à l'époque. C'était une relecture de la musique classique, ils orchestraient la musique avec uniquement des synthétiseurs. Bon bref, ce disque a cartonné, et donc il y a cet Allemand dont j'ai oublié le vrai nom, qui a fait sa tentative. Qui a réalisé un album complet de reprises de Bach. Bon, et c'est un disque qui n'a pas marché, qui est assez rare. Et c'est un disque, moi, que j'ai beaucoup écouté, parce que je le trouve sublime. Et il se trouve qu'au moment de la question, donc quand j'étais en train de commencer à tourner le film, je commençais naturellement à penser à la bande originale de ce film. Et ça fonctionnait bien. Il y a un côté cosmique, si vous voulez. Voilà, je sais pas. C'est dur à décrire ces sentiments-là, mais il y a un côté cosmique dans cette musique qu'il n'y a pas dans les compositions originales. Quand on écoute, quand on écoute ces mêmes pièces jouées par un orchestre, il n'y a absolument pas de côté cosmique. Mais l'utilisation des synthés rend Jean-Sébastien Bach absolument cosmique. Et en fait, pour moi, ça fonctionnait avec l'idée de la science-fiction et de ce qu'on raconte dans ce film, puisqu'il y a un principe dans ce film qui est quand même qui est incroyable. Ce qui se passe dans cette trappe à la cave dans la nouvelle maison, c'est un principe un tout petit peu dur à imaginer et qui défie les lois de la physique et du temps. Eh bien, cette musique cosmique le permettait. C'est-à-dire que dès que j'ai fait les premiers essais de montage et de mise en musique, cette musique faisait décoller le film. On peut dire aussi que ce Bach-là, en tout cas, est à la fois parodique, un peu inquiétant, parce que votre film a des aspects assez inquiétants. Encore une fois, tout semble normal et rien ne l'est. Alors, par exemple, il y a l'esthétique, donc on a l'impression que ça se passe aujourd'hui, mais en fait, ça se passe pas aujourd'hui, puisque les objets sont datés, et ils ont quelques années, quelques dizaines d'années. Pourquoi avoir choisi cette esthétique-là, une maison qui est peinte avec des couleurs là aussi assez inédite, Quentin Dupieux? Alors, l'idée qu'ils achètent une maison
Donc on imagine, en fait, et cette maison, on l'a trouvée dans l'état que vous l'avez vu. C'est-à-dire que c'est une maison qui est restée comme ça. Pourtant, on l'a tournée en 2021 ou 2020. Donc cette maison-là, elle existe. Enfin, au moment où on a tourné, elle existait dans cet état. Ce qui est très intéressant. C'est des gens, donc, voilà, c'était une fin de vie. C'est une maison qui était en vente, etc. Mais ces couleurs, ces papiers peints, ces tissus étaient presque tous présents. Ce qui était déjà un couloir temporel assez génial. Ça veut dire que cette esthétique-là, elle existe encore aujourd'hui. On peut la trouver, on l'a pas fabriquée. Après, effectivement, on a renforcé avec de l'accessoirisation, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que puisque je parle de voyage dans le temps, d'une certaine façon, puisqu'on parle de ces thèmes-là dans ce C'est film. vous qui le dites, hein. Oui, j'ai dit. Sauf que c'est pas réellement un voyage dans le temps, mais puisque c'est une idée qui est évoquée, je trouvais ça intéressant en fait de s'inscrire dans un décor qui le permette. Et puis, puisque en fait, voilà, ces murs avec des tableaux, avec la trace des tableaux et tout ça. Quand on a trouvé ça, en fait, on était très content parce que ça raconte le temps qui passe. Ça raconte, on imagine qu'il y a eu plusieurs vies dans cette maison. Et ça marche bien, en fait, ça marche très très bien avec le thème du film. Voilà. Après, la vraie réponse, beaucoup plus, on va dire, beaucoup moins rationnelle, c'est qu'en fait, avec ma femme, Joanne, qui fait la direction artistique et les décors de mes films, on est absolument fétichiste des années 80 et des années 70. Tout simplement parce qu'on a grandi avec ça. C'est des images qui nous feront du bien toute notre vie. Nous sommes des fétichistes de ces années-là. Par exemple, quelle esthétique de cela? Vous voyez, d'ailleurs, vous avez un secret de couple au moins. Oui, Vous êtes fétichiste des années 80. Je viens de le lâcher en direct. Ça fait déjà 2 secrets que vous lâchez, hein, mais je ne vous ai pas obligé à dire les choses de manière aussi franche, Quentin Dupieux. Le fait d'apprécier cette esthétique, par exemple, quel type d'esthétique en particulier vous appréciez dans le domaine des années 80? Ah, mais c'est à peu près tout, en fait. Tout. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu voir... Les films des années 80? Complètement. Ouais, c'est-à-dire qu'on peut même, je dis on là, donc je parle de ma femme et moi, on peut même s'abandonner à regarder un mauvais film des années 80 uniquement parce qu'on va voir un café des années 80, des voitures des années 80, les vêtements. C'est un truc, voilà, on a grandi dans ces années-là et c'est impossible de faire autrement. En fait, on est complètement... émotionnellement, c'est très fort. On se rappelle de notre enfance et tout, c'est plus fort que tout en fait. Mais alors, sur les voitures, c'est pas tellement des voitures des années 80 qu'on voit dans ce film, ce sont des voitures un peu postérieures, et alors à chaque fois complètement décalées. C'est-à-dire que Benoît Magimel, qui est un chef d'entreprise, aime les Jaguars, mais pas le modèle vraiment qu'il faudrait. Il n'aime que ce modèle-là, une Jaguar coupée. Des années 2000, il y a des Twingo qui sont... postérieure, il y a donc une Matra qui pourrit dans le jardin. Oui, tout à fait. Et, pardon, et ce ne sont pas des voitures des années 80. Non, parce que le film ne s'inscrit pas dans les années 80. D'ailleurs, le film est daté, puisque quand Benoît Magimel révèle son secret, on parle de la date, puisqu'il s'offusque quand il se rend compte que les personnages ne sont pas au courant que ce gadget existe. Il leur dit, les gars, on est en 2021, réveillez-vous, il se passe des trucs. Donc le film est daté. L'idée, c'était pas de faire un film des années 80, parce que ça, je l'ai déjà fait. Ça s'appelait Au Poste. On avait fait un commissariat complètement imaginaire, mais qui était truffé d'objets des années 80. Là, c'était pas ça. L'idée, c'est de faire un film, c'est de réussir à faire un film actuel de notre époque, mais qui satisfait notre fétichisme. C'est-à-dire que c'est un peu confus, l'époque est confuse. Donc effectivement, il y a une Volvo des années 2000. Benoît Magimel est obsédé par cette Jaguar, car je l'ai été également. C'est une voiture que j'aime beaucoup, c'est une des premières voitures que j'ai eues. C'est une voiture que j'adore, qui est une Jaguar un peu méconnue. C'est pas une voiture adorée, c'est-à-dire que c'est une voiture qui est un peu sur le côté. On peut dire que c'est une Jaguar un peu ratée. Ah, je ne crois pas, elle est sublime, elle est magnifique. Non, c'est juste, c'est les gens qui n'ont pas su l'apprécier, mais c'est une voiture extraordinaire. Donc voilà. Mais encore une fois, j'aurais pu faire exactement le même film avec notre décor. Il aurait été moins savoureux visuellement de mon point de vue, mais on aurait pu parler de la même histoire
avec des Mégane et des trucs d'aujourd'hui, quoi. Et alors, j'ai trouvé une question qui peut dévoiler le contenu du film sans en dévoiler le secret, Quentin Dupieux. Il y a déjà une interrogation sur ce qu'est la masculinité et sur la façon d'être un homme. On peut dire ça. Tout à fait. Ouais, il y a une question à un moment soulevée par le personnage d'Alain Chabat, qui s'appelle Alain. Effectivement, une question philosophique sur qu'est-ce que c'est être un homme. Effectivement, j'en sais rien. Ça ne donne pas une image très reluisante des hommes. Alors, Alain Chabat est plutôt un homme bien. Benoît Magimel concentre, disons, un certain nombre d'aspects de la masculinité toxique. Oui, ou en tout cas, oui, il est un petit peu, comme je disais tout à l'heure, en préambule. Il est grossier, c'est-à-dire que c'est un espèce de personnage qui peut être très agaçant, mais qui, au fond, c'est juste un problème social, c'est ce qu'on disait. C'est-à-dire que il se comporte mal en société, mais dans le fond, il y a quand même un petit garçon qui souffre. Voilà, il ne faut pas le condamner tout de suite. C'est pour ça que j'aime pas quand on synthétise ce personnage en beauf. Déjà, ça veut rien dire, beauf. Mais surtout, c'est pas ça. L'idée, c'était pas ça. C'était pas de se moquer d'un assureur avec une grosse montre. Voilà, c'est pas la vérité si je mens. C'est un peu plus subtil. C'est un personnage que j'aime beaucoup, moi. C'est pas que j'en ai connu, parce que là, c'est du cinéma, donc tout est exagéré, mais je vois très bien ce type de mec, et moi, je les aime bien. Je suis pas contre. C'est pas du snobisme de présenter un mec de cette gamme-là pour en rigoler. C'est-à-dire que c'est un mec que j'aime beaucoup, moi. Il y a donc la question de ce qu'est être un homme, et puis il y a une autre question qui est posée aux hommes comme aux femmes, c'est le regard des autres. Ouais, ça, on vit là-dedans, hein, malheureusement, et c'est même avant les réseaux sociaux, mais maintenant c'est complètement démultiplié. Le regard des autres, c'est un truc, voilà, on est condamné à vivre dans le regard des autres. Après, est-ce qu'on en fait un problème ou pas? Moi, en tout cas, ça m'empêche pas de vivre. C'est-à-dire que Mais vos personnages, ça peut les empêcher de vivre. Complètement, ouais, complètement. Sauf Alain. Qui est effectivement le seul à en être indemne. Ce n'est pas le cas de sa femme, qui, elle, va devenir malade, on va prononcer un mot vague, du fait de la manière dont elle veut paraître aux yeux des autres. Ouais, complètement. Ouais, ça c'est une maladie qui existe. Moi j'en fais un conte fantastique, mais c'est une vraie maladie qui existe. Les gens qui terrorisés par le vieillissement et qui font tout pour reculer, alors que c'est perdu d'avance. C'est-à-dire que c'est une machine impossible à voilà, on ne peut pas remonter le temps à ce point-là. Et c'est même absurde d'essayer, en fait. C'est même une course contre la mort. Enfin, il y a un truc qui est flippant. Bon, peut-être que le cinéma, votre cinéma, a ses vertus, Quentin Dupieux, puisqu'il permet de présenter des contes pour adultes, peut-être aussi de parler à l'enfant qu'on était dans les années 80. Incroyable mais vrai, votre film est sorti en salle mercredi dernier. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour évoquer votre cinéma, puis le cinéma, et puis aussi votre musique, parce qu'on écoutera il va falloir y passer, un peu de musique. Il est 8h sur France Culture. 7h, 9h. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Et oui, on retrouve le cinéaste Quentin Dupieux. Votre film Incroyable mais vrai est sorti en salle mercredi dernier. Je viens de dire que vous n'alliez pas réagir au biais politique. Alors, nous n'avons pas choisi la sortie de votre film et ça n'est pas en raison de cela que vous avez été invité la veille de ce week-end électoral, mais il n'y a pas de traces de politique au sens propre dans vos films. Ce sont des films qui se situent ailleurs, Quentin Dupieux. Oui, moi je suis plus proche de l'enfance que des turpitudes de la politique, ouais, c'est certain. Vous êtes l'enfance, c'est un fait, peut-être aussi d'une certaine tradition française, je ne sais pas, des films de Pierre Richard, des films, je sais que vous aimez beaucoup, comme nous d'ailleurs, le Père Noël est une ordure. Oui, tout à fait. Ouais. Oui, c'est vrai. Après, bon, il faut pas vivre dans le passé à ce point-là, mais effectivement, moi j'ai grandi avec ces films-là. Et même quand on me parle de grands classiques, moi je reviens toujours à ces films-là, puisque finalement c'est ceux-là qui me touchent le plus, de loin, de très loin même, puisque ils sont ancrés dans l'enfance, et c'est un moment où, voilà, quand on regarde des films entre 8 et 15 ans,
il s'imprègne beaucoup plus, c'est certain. Et puis, dans une tradition de comique, alors le Palmachot a tourné dans vos films. Là, on retrouve Chabat, donc une trace, bien sûr, des nuls. Et il y a d'ailleurs assez souvent un choix dans les comiques français entre les nuls et les inconnus. Vous vous situez du côté des nuls plutôt? J'étais les nuls, moi, j'étais les nuls. Voilà. Aucun mépris pour les inconnus, c'est un truc que je consommais également. Mais mon cœur a toujours balancé pour les nuls parce qu'il y avait ce petit plus abstrait qui venait de la culture anglo-saxonne, et les Monty Python et tout ça. Il y avait ce petit bonus en fait qui n'était pas juste français, peut-être. Je ne sais pas si c'est ça l'analyse, mais en tout cas oui. Effectivement, j'étais absolument fan des nuls. Alors que les inconnus, j'étais plus consommateur classique, enfin lambda, quoi. En tout cas, on voit au fil de vos films, on a vu Rubber, on a vu Mandibule, on voit donc aujourd'hui Incroyable mais vrai, et je vais le résumer à nouveau en contournant la difficulté, puisque ce film met en scène un couple principal et un autre couple. Chacun de ces couples a un secret. Le film est une sorte de récit fantastique autour de thèmes qui obsèdent l'époque, comme par exemple ce qu'est la masculinité, ou bien encore ce qu'est le regard des autres, le vieillissement. Et il le fait donc à l'aide de paraboles. Il le fait aussi avec un style bien particulier, Quentin Dupieux. Notamment, vous nous avez habitués à des films courts, et même si ces films sont courts, ce ne sont pas du tout des clips, c'est-à-dire que la narration prend son temps, étonnamment. Oui, c'est un format... Non, c'est vrai que c'est étonnant, c'est-à-dire que il y a même des gens donc les gens qui n'apprécient pas ce cinéma peuvent trouver le film très long, alors que mes films ne dépassent rarement 1h20, enfin même jamais. Je pense que c'est une façon de monter, c'est une façon de laisser durer, c'est une façon de garder les silences aussi. Par exemple, dans les dialogues, moi je ne recompose pas les dialogues pour les dynamiser. Je garde toujours plus ou moins le rythme des comédiens, ce qui fait que ce simple fait-là rend mes films, voilà, leur donne un rythme qui n'est pas habituel, peut-être parce que j'ai l'impression qu'on remonte beaucoup. Là, je parlais des dialogues spécifiquement. Voilà, ce que je vois dans les comédies, moi, c'est que c'est toujours très très monté pour dynamiser, pour garder les gens, pour ne pas que le public s'ennuie. Moi, effectivement, je suis un peu à contre-courant là-dessus. J'aime beaucoup garder le rythme des comédiens. Mais vous êtes par ailleurs un cinéaste du montage. Le montage, c'est important pour vous. Oui, et je le fais moi-même, et c'est pour moi c'est la partie la plus importante. C'est à ce moment-là que le film se construit réellement. Avant, on prépare tout ça, en fait. Avant, on prépare la matière, mais c'est au montage qu'on fabrique le rythme et qu'on fabrique son souffle et qu'on le fait décoller ou pas. C'est au montage qu'on rate un film, et c'est au montage qu'on réussit un film. Et ça, vous vous en rendez compte comment? C'est assez simple, en fait. C'est comme, c'est comme en cuisine, par exemple, même si je cuisine très mal, mais il y a une étape où on rate ce qu'on est en train de faire, et on peut plus revenir en arrière. Le montage, c'est un peu ça. On a tous les ingrédients, et on s'embarque dans un rythme, on s'embarque dans une musique, on s'embarque dans tout un tas de trucs. Et c'est un moment où on peut complètement tout foutre par terre. Et le fait, là aussi, d'avoir dans votre cinéma, puisque c'est votre autre marque de fabrique, généralement vos films reposent sur une idée. On l'a dit, Mandibule, par exemple, ce sont deux crétins qui découvrent une mouche géante. Rubber, c'est l'histoire d'un pneu. On a avec Incroyable mais vrai. Ah, c'est peut-être un film un peu plus compliqué parce qu'il y a deux idées au moins dans ce film, mais en tout cas, elles peuvent être résumées simplement, sauf que je ne le ferai pas pour laisser aux auditeurs la joie de découvrir ces secrets. Ces idées sont des idées relativement simples. Elles sont présentées avec une narration complexe, c'est-à-dire qu'il y a différentes manières que vous empruntez pour montrer les choses, les raconter au fur et à mesure du film, Quentin Dupieux. Oui, je ne saurais pas le décrire autrement. C'est un peu au microscope, c'est-à-dire que effectivement, moi, je peux étirer. Il y a cette scène de révélation dans le film qui est un dîner entre les deux couples. On aurait pu en faire une scène de 45 secondes en fait pour uniquement délivrer les informations. Et moi en fait c'est à ce moment-là que le cinéma m'intéresse, c'est que ce moment-là j'en fais un grand moment et je le dilue et je crée je fais monter la sauce, etc. Parce que ça me passionne, les comédiens ça me passionne, et cette comédie-là me passionne.
Donc effectivement, je suis un petit peu au microscope, j'ai l'impression. Je prends un sujet et puis je l'analyse. Mais effectivement, oui, c'est des films. Après, j'ai pas envie de résumer tous mes films à des petits pitchs rigolos. Le film avec le pneu, le film avec la mouche, le film avec le blouson andin. Tout ça, c'est un peu pénible pour moi parce que c'est pas que ça, mes films. Effectivement, il y a ça. C'est pas que ça, mais à chaque fois, on se dit, il est gonflé, ce type, quand même, il a réussi à fourguer ça à un producteur sur un pitch pareil, parce qu'au début, vous avez bien dû les raconter ainsi. Non, justement, je ne pitche jamais. Moi, je propose un script complètement écrit. C'est mon premier contact avec le producteur, enfin avec mes producteurs. Je leur apporte un script solide, un script que j'ai déjà travaillé, qui a déjà été remis en question et qui me paraît solide. Parce que pitcher ça à l'avance, effectivement, c'est toujours un peu... Ah, ça doit être périlleux. Oui, puis c'est pas très intéressant. Bonjour, j'ai envie de faire un film avec 2 mecs qui trouvent une mouche dans un coffre. Enfin, voilà. Et qu'est-ce qu'on se dit après C'est pas très... C'est très dur à décrire, en fait. À l'oral, qu'est-ce que je vais dire? Oui, alors ça va être hyper drôle parce qu'ils vont être débiles et puis ils vont rencontrer une folle. Enfin, c'est complètement... C'est presque ennuyeux, en fait. Je préfère l'écrire. Comme ça donne une vision assez précise du film. Comme c'est des comédies, eh bien, si le producteur se marre en lisant mes dialogues, c'est déjà 80% du boulot qui est fait. Et c'est comme ça qu'on avance. On va écouter un autre extrait de la bande-annonce d'Incroyable mais vrai, Quentin Dupieux. On y va? Ouais, allez, c'est parti. J'ai plutôt envie de vous faire découvrir ce qui est à mon sens le clou de la visite. Ce conduit peut radicalement changer votre vie. Quand on descend dans ce conduit... C'est quoi l'embrouille avec ce conduit, sans déconner? Laisse-le parler, tais-toi. Quand on descend dans ce conduit, madame, monsieur, écoutez bien parce que c'est vraiment quelque chose. Bah, dites-nous quoi, merde. Quand on descend dans ce conduit, vous n'allez pas me croire, et pourtant c'est la vérité. Non mais c'est juste dingue. Et alors, c'est pas tout. On ne sait pas tout, on n'en dira pas plus, Quentin Dupieux. On peut parler en revanche du choix de vos acteurs, puisque vous faites tourner des acteurs qui sont extrêmement célèbres. Chabat, donc, dans ce dernier film avec Léa Drucker, Benoît Magimel. Vous avez à chaque fois des acteurs prestigieux dans vos films. Oui, ils sont talentueux avant d'être prestigieux, ça c'est important. Je prends pas non plus, voilà, c'est pas uniquement le souci d'avoir. Pardon? Vous prenez pas qui? Il y en a plein que je pourrais citer, ce serait marrant. Non, mais voilà, j'ai besoin de têtes d'affiche parce que c'est un cinéma qui a besoin d'être supporté par des têtes d'affiche. Les gens ont besoin d'être pris par la main et voilà. Et c'est un peu. Mais alors, puisque vous ne pitchez pas les films, par exemple, pour avoir Jean Dujardin avec Dain, donc vous ne lui avez pas dit j'ai un film pour toi, c'est un film où tu porterais un blouson en daim. Tout à fait, je lui ai dit, mais parce que j'avais le scénario dans les mains. C'est-à-dire que j'ai tout simplement bu un café avec Jean Dujardin que je ne connaissais pas. J'ai dû effectivement lui pitcher bêtement. Alors écoute, c'est un mec qui achète un blouson et qui devient fou et qui commence à parler à son blouson et ça se finit très mal. Et j'avais le script dans mon sac et j'ai pu lui donner. C'est-à-dire que si ça n'était que ce pitch, je pense qu'il aurait peut-être oublié de me rappeler. Mais comme il y avait un script et que je lui ai donné et qu'il a été curieux de le lire, eh ben, il a embarqué 24 heures plus tard. Voilà, c'est assez simple. Pourquoi Jean Dujardin ? Pourquoi lui à ce moment-là? Parce que d'autres mains fébriles avaient passé le scénario, ou en tout cas n'ont pas eu le courage d'y aller. Et puis, Jean Dujardin, c'est quand même un mec assez cohérent dans mon univers. C'est un mec qui porte des personnages d'une bêtise absolue, qui est très doué avec ça, qui est habité par ses personnages. Enfin, c'est un comédien brillant aussi. Et puis voilà, c'est toujours pareil, hein, pour faire gober mes films, j'ai besoin d'au moins une tête d'affiche solide qui va porter le film avec moi. C'est une évidence. J'en suis pas au stade où je peux faire des films avec mon voisin de palier. Et puis, écoutez, un film comme celui-là, sincèrement, c'est compliqué, hein. J'ai vu d'autres comédiens brillants et très talentueux ne pas savoir quoi en faire, même s'ils étaient un peu attirés, ils y allaient reculons, parce qu'en fait, comment on fait ce film, comment on rentre dans la peau de ce mec?
Voilà, Jean, il avait la clé. Jean, il avait la clé immédiatement. Il m'a dit, j'ai compris, c'est ton série noire, et ça me botte, et j'y vais. Et en fait, j'y avais pas pensé, c'était pas série noire pour moi, mais le fait que lui pense à ça, j'ai su qu'il avait compris, en fait. Alain Chabat, en revanche, il y a quelque chose de plus logique, parce que dans vos films, il y a quelque chose un peu de Didier, par exemple. Peut-être. Après, c'est beaucoup plus vaste. Alain Chabat, via Les Nuls, est complètement dans ma constitution. C'est-à-dire que j'ai grandi avec Les Nuls, j'étais fan des Nuls. Ils m'ont fait découvrir d'autres trucs, comme je disais tout à l'heure, de la culture anglo-saxonne, les Monty Python, les Frères Zucker, etc. Enfin, Les Nuls, c'est un truc qui est très présent en moi, puisque j'ai grandi avec. Donc, c'est encore plus évident que ça. C'est-à-dire que oui, c'est même inouï pour moi de pouvoir travailler avec Alain, qui était mon héros. C'est une évidence, en fait. Voilà, après, c'était pas gagné que ça fonctionne, mais il se trouve que la vie est bien faite. Finalement, il se reconnaît chez moi et je me reconnais chez lui. Et en fait, on est assez proches. J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait rien de politique de manière évidente. Il y a peut-être quelque chose d'assez moral dans ce dernier film, lorsque vous traitez de la question de ce que c'est qu'être un homme aujourd'hui, ou bien dans celle de la manière dont il faut aujourd'hui supporter ou faire avec le regard des autres. Non, parce que je frôle les sujets, c'est-à-dire que je les propose, mais je n'ai pas de résolution. Je ne suis pas certain que le film propose une morale. Puisque bon, on va pas parler de la fin, mais ce qui est exposé à la fin, par exemple ce qui arrive au personnage d'Alain Chabat à la toute fin, c'est pas une vision du bonheur pour moi qui est voilà. Je n'explique pas Alain avait raison, les autres avaient tort puisqu'ils sont morts. Je pense que non. En fait, moi je suis détaché de. Comme je vous disais, je suis au microscope, en fait. J'ai pas conscience de ce que le film raconte de manière plus large. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est cette vision au microscope. Alors, c'est une vision qui se présente comme une farce, voire qui pourrait même être perçue comme ayant une dimension humour potache, mais qui est en réalité assez référencée. Il y a la musique, il y a Bach, on en parlait il y a quelques instants. Il y a des références, il y a au moins une référence évidente à Buñuel dans votre dernier film, et c'est quelque chose d'assez récurrent chez vous, Quentin Dupieux. Oui, alors je l'ai fait une fois sans faire exprès. C'est très drôle, enfin tout le monde va me prendre pour un abruti, mais effectivement, mon film au poste se termine comme un film de Buñuel. C'est-à-dire qu'il y a cet interrogatoire, d'un seul coup, on se rend compte que c'était une pièce de théâtre, il y a le mur se lève, et ce pauvre Fugain qui se faisait interroger depuis le début du film se rend compte qu'il est sur une scène de théâtre et que les gens l'applaudissent. Voilà, et ça, c'était une citation involontaire, c'est-à-dire que c'est un truc qui m'a tellement marqué chez Buñuel que c'est ressorti naturellement. Aujourd'hui, effectivement, mon petit clin d'œil à Dali et Buñuel, puisque c'est les deux, il est conscient, je sais que je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus ? Bah non, bah on peut dire que vos références ne se limitent pas au cinéma des années 80 et au fait que vous avez à la fois la possibilité de faire tourner des acteurs qui sont des acteurs très populaires, comme Éric Judor par exemple, et aussi aller vers des références plus intello. Oui. Après, encore une fois, je veux pas paraître... je ne fuis pas l'intello à tout prix, mais moi, ce qui m'a toujours intéressé chez Buñuel et Dali, c'est la fantaisie, c'est la folie, c'est l'humour. Voilà, c'est-à-dire que le surréalisme, puisque ce dernier film est parfaitement surréaliste. Ouais, après, le surréalisme, c'est une notion du passé, c'est-à-dire que c'est un mot qui avait une signification à un moment. C'était un groupe, ils avaient des idées qui dépassaient un peu la création artistique. Il y avait tout un tas de trucs, il y avait un engagement. Bon, ce mot-là, aujourd'hui, ce mot déplacé aujourd'hui, il veut plus dire la même chose, et on l'emploie un peu tous les jours. C'est comme absurde, on dit ça tout le temps. C'est des mots qui ont perdu leur sens. Mais oui, le surréalisme, moi, c'est un truc qui me touche beaucoup, mais via la fantaisie. C'est-à-dire que tout le côté, comment on pourrait dire, intellectuel, justement, et trop conscient de ce mouvement, m'intéresse moins. Moi, ce que j'adore chez eux, c'est la fantaisie. C'est l'humour qui se dégage de tout ça, et la légèreté et la folie de ces mecs.
Et puis, il y a quelque chose, là aussi, d'assez étonnant dans vos différents films, Quentin Dupieux, c'est donc le fait que vous ayez créé un univers qui est aujourd'hui parfaitement reconnaissable, un style, alors que vous êtes autodidacte. Ce style-là, il était présent depuis le début, je veux dire, depuis le moment où vous avez eu, je crois, la caméra de votre père, puis réussi à avoir une caméra vidéo. Alors non, c'est l'inverse. C'est parce que je suis autodidacte que j'ai un style. On peut dire, là c'est bon, c'est une phrase très bête, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que comme je n'ai pas appris dans les rangs et que je n'ai jamais appris à écrire un scénario et que je n'ai jamais appris à tenir une caméra et que je n'ai jamais appris à être monteur, autrement que par la fabrication de mes films, en fait c'est ça qui a créé ce on peut dire une patte, un style. Moi je ne m'en rends pas compte, je vois ça de trop près, mais effectivement je ressens, en tout cas les spectateurs me le font ressentir, qu'il y a effectivement qu'on reconnaît mes films. C'est parce que je suis autodidacte, c'est parce que j'ai fabriqué ma façon de faire et je l'ai inventé depuis le début. C'est passé par des années d'apprentissage à tourner des courts-métrages très médiocres, très mauvais même, qui n'avaient aucun sens et qui étaient mal foutus, mal montés, mal éclairés. Mais voilà, puis en fait, à force d'insister, à force de travailler, c'est devenu effectivement, on peut dire une patte, mais effectivement, ça vient de cet apprentissage personnel. Votre histoire est assez étonnante quand même, parce que vous avez toujours voulu être cinéaste et vous l'êtes devenu en un sens assez tôt. Oui, en fait, je l'étais. Je ne sais pas comment dire, c'est très prétentieux, mais même quand j'avais 15 ans et que je convoquais des copains chez moi pour tourner des courts-métrages en vidéo, j'avais pas l'impression de faire semblant. En fait, j'étais en train déjà de faire des films. Ils n'étaient pas bons, mais j'avais un objectif clair et j'allais toujours au bout de mes idées. Et il y avait toujours cette phase où je montais les images et où je finalisais. Je pouvais passer des heures à essayer de coller de la musique avec les moyens du bord, parce qu'à l'époque c'était très compliqué. Il fallait des magnétoscopes, il fallait des trucs. C'était très compliqué, il fallait câbler, décabler. Avec le matériel amateur, c'était un enfer. Aujourd'hui, avec un ordinateur, on fait tout ça en 10 secondes, mais à l'époque, c'était l'enfer. L'image se dégradait, plus on montait, plus les bandes se dégradaient. Enfin bon, j'ai passé des heures à faire tout ça. Et j'ai perdu le sens de votre question. Le fait que vous soyez autodidacte, que vous ayez toujours voulu être cinéaste, que les choses s'enchaînent finalement lorsqu'on écoute vos récits et lorsqu'on suit finalement votre filmographie, puisque vous filmez beaucoup, on a l'impression que tout cela s'est déroulé de manière assez facile pour le cinéma. Et puis le second point aussi où je voulais en venir, c'est qu'à un moment, le cinéaste que vous n'étiez pas encore, mais qui faisait déjà des films, s'est dit qu'il lui fallait de la musique de film. Et là, vous avez décidé tout simplement de devenir musicien, Quentin Dupieux. Oui, l'histoire est marrante, c'est que un des premiers courts-métrages que j'ai tourné donc en 16 mm, donc en pellicule pour ceux qui ne connaissent pas, j'ai décidé que ce court-métrage était valable à ce moment-là et je l'ai envoyé à Canal+, au programme court de Canal+, qui ont été intéressés, qui ont voulu l'acheter, mais qui ont soulevé un problème de droit, parce que j'avais mis une musique de Pierre Henry dessus. Oui, vous aimez beaucoup Pierre Henry. Oui, j'adore. Et donc à ce moment-là, ils m'ont posé cette question. Alors nous, on veut acheter le court-métrage, est-ce que vous avez les droits de cette musique? Et je ne savais même pas ce que ça voulait dire. J'avais 19 ans. Donc j'ai compris en discutant avec ces gens que je ne pouvais pas utiliser la musique des autres gratuitement ou comme ça. Et donc, quand j'ai compris ce que ça allait me coûter d'utiliser Pierre Henry sur mon court-métrage, je me suis dit, bah non, je vais remplacer en plus, c'était pas réellement de la musique, c'était des sons, c'était de la musique concrète, c'était des bruits. J'ai tout simplement décidé de recréer un climat identique, enfin similaire, je veux dire. Donc j'ai acheté un synthétiseur à un copain et j'ai commencé à bricoler des sons en essayant d'imiter Pierre Henry pour remplacer la pièce que j'avais utilisée sur mon court-métrage. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est quand même assez particulier, parce qu'il y a des personnes qui essayent toute leur vie d'être musiciens, voire de faire des musiques de films et qui n'y parviennent pas. Même chose pour les cinéastes. Et vous, avec un air de ne pas y toucher, vous avez réussi à être l'un et l'autre. Alors, il faut préciser, effectivement, la musique, j'ai eu de la chance. On peut le dire, parce qu'en fait, je pense que le facteur chance pour ma carrière de musicien, il est énorme. Là où,
pour ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire du cinéma, c'est un travail de longue haleine. Comme je vous le disais, assez tôt dans mon adolescence, j'ai perdu mes week-ends et mes mercredis après-midi à faire des petits films qui n'avaient aucun sens. La musique, c'est venu plus tard, effectivement, comme je le racontais là, et effectivement, c'est une suite de rencontres. Plus tard, puisque ce qu'on va entendre... alors, je suis désolé, parce que je crois que vous l'avez entendu un certain nombre de fois. Flat Beat, vous aviez 22 ans et ça a été un tube planétaire. Non, rassurez-vous, on ne va pas l'écouter en entier. C'est un supplice. Non, bon, je voulais absolument pas vous faire du mal. Je voulais en revanche faire entendre aux auditeurs Flat Beat qu'ils ont déjà entendu, mais peut-être qu'ils ne vous attribuaient pas. Parce que de toute façon, c'est pas signé Quentin Dupieux, c'est signé Monsieur Oizo. Ça date de 1999. Il y a des gens qui ont fait Flat Beat et qui sont morts parce que ça a été un tel succès que ça peut suffire dans une vie humaine. Oui, Born to be Alive ou je sais pas quoi. Oui, mais il est toujours vivant, Patrick Hernandez. Non, mais bien sûr. Non, oui, mais comme je vous dis, moi, c'était en fait l'histoire. Bon, je l'ai raconté 1000 fois, mais on va faire très vite. Je suis convoqué pour réaliser ces pubs Levi's avec une petite marionnette jaune que j'avais créée pour un court-métrage avant. Peluche jaune assez enfantine. Voilà, oui, qui vient du Muppet Show, de Casimir, etc. Tout à fait. Et dans la fabrication de cette publicité, je me retrouve puisque le personnage était censé écouter de la musique en voiture, je leur dis, écoutez, moi j'ai fait un morceau le week-end dernier, écoutez. Et puis en fait, tout le monde a validé instantanément. Donc c'est pour ça que je vous parlais de coup de chance. C'est-à-dire que ce morceau, cette petite boucle qu'on vient d'entendre, n'aurait jamais dû exister à ce point-là. Ça aurait dû rester une face B d'un vinyle obscur en Angleterre. Et il se trouve que grâce à cette pub, puisque les mecs m'ont laissé utiliser cette musique sur ma pub, c'est devenu ce succès immense parce que c'était une pub qui était partout et c'est parti de l'Angleterre. Et voilà, et culturellement, c'était le bon moment pour ce morceau. Mais c'est un coup de bol. Et là aussi, on retrouve dans votre musique un style très idiosyncrasique, c'est-à-dire que vous avez des idées qui n'appartiennent qu'à vous et vous les menez jusqu'à leur terme. Là, vous avez fait un album avec un rappeur italien ? Oui, c'est mon dernier album. Parce que j'en ai un peu... Bon, j'en ai fini, je pense, avec l'instrumental. Après, il ne faut jamais dire jamais, mais j'ai sorti un nombre de morceaux assez fulgurants dans cette gamme-là, la musique électronique, la musique de club, la musique répétitive, etc. J'en ai sorti un paquet, donc il y a un moment où ça tourne en rond. Déjà que la musique elle-même tourne en rond, donc au bout d'un moment, il faut se renouveler. Donc j'ai eu envie de retourner en studio, mais je voulais pas y retourner seul pour faire de la musique instrumentale. Donc il y a ce copain italien. Parce que l'Italie n'est pas connue comme étant la patrie du rap, a priori. Ils ont une grosse scène rap, effectivement. Moi, je connais très peu, mais... Parce que vous ne parlez pas italien, d'après ce que non. Je sais. Non. Puis c'est même un des avantages. C'est-à-dire que pourquoi l'italien ? Bon, c'est parce que je connais ce mec que j'adore et qui va très vite. C'est-à-dire que je lui envoie un morceau, il chante tout de suite dessus. C'est tout de suite bien. On ne se pose pas 1000 questions, donc ça, j'adore. Il travaille comme moi, mais surtout, je ne comprends pas ce qu'il raconte. C'est-à-dire que, quand j'écoute de l'anglais, j'ai tendance à comprendre ce qui se raconte et d'un seul coup, ça devient du texte. D'un seul coup, j'ai l'impression de moi dire quelque chose au public, alors que ça ne m'intéresse pas, en tout cas dans la musique, de délivrer quoi que ce soit. Donc lui, l'avantage, c'est que je ne comprends pas ce qu'il raconte et du coup, je peux essayer de l'imaginer. On va poursuivre avec l'art et les artistes. Quentin Dupieux, vous restez avec nous. Votre film Incroyable mais vrai est sorti en salle mercredi dernier